Bonsoir et bienvenue dans le journal de TLT. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Marie. Dans l'actualité de ce jeudi 13 janvier, Georges Pau-Langevin, la ministre déléguée à la réussite éducative, était en déplacement à Toulouse. Nous avons suivi sa visite de la Maison pour la Science. Et Pierre Cohen a fait un point d'étape sur sa campagne municipale. Un militant anti-pub devant le tribunal de grande instance cet après-midi pour avoir arraché sans violence des affiches. Et on terminera avec une page d'opéra et encore 3 dates pour la favorite de Donizetti. Et pour commencer, Georges Pau-Langevin, la ministre déléguée à la réussite éducative, était en visite dans la Ville Rose. Elle participait à l'inauguration de la Maison pour la Science sur le campus de Rangueil, la 9e en France. C'est un lieu qui veut assurer une vision actuelle et renouvelée de la science en proposant aux professeurs de primaire et de collège de faire évoluer les pratiques d'enseignement. Une idée qui plaît, Pascal Solaire et Marlène Canal. Aider les professeurs à transmettre le goût des sciences à leurs élèves, c'est l'objectif de la Maison pour la Science. Initié en 2012 par l'Académie des sciences, ce projet innovant propose aux enseignants d'écoles et de collèges des actions de formation autour de l'astronomie, les ressources géologiques locales ou les nanotechnologies par exemple, ainsi que des stages en immersion de plusieurs jours au Pic du Midi ou encore dans un laboratoire de mathématiques. Au contact de scientifiques, les enseignants font évoluer leurs connaissances et leurs pratiques, d'autant que 80% des professeurs des écoles ont une formation initiale qui n'est pas scientifique. La plupart des professeurs des écoles sont plutôt de formation des littéraires. Et dans leur formation, elle est littéraire. Donc les aider pour qu'ils puissent mieux enseigner au niveau du primaire la science et les techniques aux enfants, c'est quelque chose de particulièrement utile. Donc si vous voulez, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'à côté de ce que fait directement l'éducation nationale, il y a ce partenariat avec de grands scientifiques, avec des professeurs qui d'abord peuvent gratifier les enseignants et qui par ailleurs nous aident à les sensibiliser d'une manière qui est moins scolaire. Les enquêtes internationales comme celle de l'OCDE PISA qui évalue les connaissances des jeunes âgés de 15 ans sur l'ensemble de la planète ou encore les évaluations nationales confirment que la France doit entreprendre un effort majeur en matière d'enseignement scientifique. Première étape, susciter des vocations. Nous, l'État, en tant qu'employeur des enseignants, c'est un vrai challenge. La presse relaie très souvent, beaucoup en ce moment, l'absence des professeurs de mathématiques non remplacés. Ils ne sont pas remplacés parce qu'on n'a pas les moyens de les remplacer. Budgétaire. On ne trouve pas de professeurs, de gens susceptibles d'enseigner dans le premier degré, plutôt en collège et en lycée. Mais c'est grave, ça veut dire qu'on a une ressource qui nous manque. On a un vrai problème qui est l'orientation vers les métiers scientifiques. Il faut vraiment redonner de goût, cet amour, cette confiance dans la science. Et voilà. ça, vous pensez que ce genre d'outil, ça... Oui, clairement oui. Il faut commencer vraiment pour les plus petits, leur donner, exercer leur curiosité naturelle vers des objets scientifiques et leur donner envie simplement déjà de s'intéresser à la science. Depuis septembre 2012, 1750 enseignants ont participé à des formations à la Maison pour la Science encadrées par une cinquantaine de scientifiques, des chiffres qui devraient être doublés fin 2014. Martin Malvy persiste et maintient sa pression sur la SNCF. Le président de région a décidé de suspendre les subventions versées à la SNCF tant que les dysfonctionnements dans les TER ne seront pas réglés, notamment les retards. La subvention régionale s'élève à 140 millions d'euros par an. On écoute Martin Malvy au micro de Maxime Van Oudendijk et Marion Posier. Oui, j'ai dit lundi que je suspendais les paiements. Le constat est qu'à la fin du plan rail, ça marche plus mal qu'avant. Donc pendant quelques semaines, bien compris qu'il y avait du rodage, ce que m'avait dit le directeur régional. Mais au bout de quelques semaines, quand ça continue, et ça n'est plus possible. Moi, je n'ai qu'une mission, qu'un objectif, qu'une raison d'être, c'est de m'assurer que le service fonctionne à la satisfaction des usagers. C'est pour ça que nous avons fait ces efforts financiers et pas pour autre chose. Alors, la direction régionale de la SNCF a fait savoir par un communiqué qu'elle allait nous présenter un plan. C'est très bien, je l'attends, mais j'attends surtout que ça fonctionne normalement. Et à noter que nous avons par ailleurs sollicité la SNCF qui n'a pas donné suite à nos appels. À 5 semaines du premier tour des municipales, Pierre Cohen, le maire sortant, faisait un point sur sa campagne aujourd'hui. Écologie et développement durable étaient les maîtres mots de cette rencontre. Jean-Marc, vous l'avez rencontré avec Alain Sorat. Eh oui.
Pierre Cohen, aujourd'hui, au lendemain de la présentation de la liste Europe Écologie Les Verts, organisait une conférence de presse avec pour thématique le développement durable, transition énergétique, écoquartier, rénovation des logements, transport. Le message est clair et ferme. Voter socialiste, c'est aussi voter pour un projet écologiste. Bien sûr que je regrette qu'il n'y ait pas Europe Écologie Les Verts sur notre liste, mais avec un certain nombre d'écologistes qui étaient sur leur liste à l'époque et qui sont sur ma liste, et un certain nombre, je dirais, de gens qui ne sont pas, comme par exemple Régine Ange qui a porté le plan climat, eh bien on est en capacité d'avoir un projet cohérent, global, fort. Donc oui, si on veut nous mobiliser et battre la droite, eh bien il faut directement passer dès le premier tour autour de notre liste. Afin d'éviter l'asphyxie de la ville à cause du tout-voiture, Pierre Cohen prône le maillage du territoire par les transports. Le maillage, c'est la mobilisation de tous les transports. Évidemment, le prolongement du métro quand c'est le cas, du tramway quand c'est le cas, du bus avec en particulier des sites propres comme le BHNS, mais aussi comme on l'a fait avec la ligne 16, des lignes où on aménage et on crée vraiment une offre de transport cohérente, confortable et crédible. Donc tout cela, c'est le contraire d'une troisième ligne qui évidemment crée une offre importante puisque le métro est toujours une offre considérable, mais qui est partielle. Donc ce qui fait que la proposition, c'est que dans 15 ans, eh bien, on aura encore une couverture partielle de tout le territoire de l'agglo, alors que nous pensons que dans les 7-8 ans qui viennent, eh bien, on peut avoir une couverture totale d'un maillage avec tous les modes de transport. Et quant à ce fantôme de deuxième rocade qui revient perpétuellement à chaque municipal, Pierre Cohen a des mots très durs contre son concurrent direct, Jean-Luc Moudenc. Où il est malhonnête, où il est incompétent. Pourquoi je dis qu'il peut être incompétent? Parce que d'abord, l'abandon de la deuxième rocade, c'est son ami Borloo qui l'a décidé comme ministre de l'Environnement sous le gouvernement Fillon. Deuxièmement, quand il dit que ça coûtera rien aux contribuables, soit c'est rentable et on sait très bien qu'aujourd'hui il ne peut pas faire de deuxième rocade à 3 km ou à 5 km de celle qui existe. On ne va pas raser Castanet, je dirais Plaisance, donc on va aller à 15 ou 20 km. Toulouse n'est ni Bordeaux ni Lyon, on n'a pas de transit. C'est 8 à 9% de transit. Donc tout le reste, c'est du déplacement de la ville et de l'agglomération. Ce qui fait que personne n'ira à 15 ou 20 km prendre une rocade pour faire le tour de la moitié ou du quart ou de le tiers de la ville et revenir. Donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de rentabilité. Donc une concession n'est pas viable. Parce que pour avoir une concession, ça veut dire qu'il faut un trafic tel qu'avec le paiement du passage sur la rocade, ça puisse être équilibré. À 38 jours du premier tour, les attaques personnelles et les attaques projet contre projet s'affinent. Justice à présent, c'était ce matin le procès de Tanguy Aubey, contre qui la société Deco a porté plainte. Je vous rappelle les faits. Le 29 juin 2013, Tanguy Aubey, 27 ans, a été surpris par un technicien de Deco en train de doter 4 affiches déroulantes dans des sucettes. Dans ce procès symbolique, le jeune homme risque jusqu'à 2 ans de prison. La décision a été mise en délibéré au 13 mars prochain. Compte rendu de l'audience au tribunal de grande instance avec Jérôme Bolloc. 8 heures ce matin, avant le procès, une cinquantaine de personnes sont venues soutenir Tanguy Aubey. Selon eux, les actes reprochés, ouverture de panneaux publicitaires et arrachage d'affiches, sont des actes politiques face à l'omniprésence de la pub. Il a enlevé 4 pubs dans des panneaux. Il n'y a pas eu de destruction de matériel, on n'a pas cassé la lumière, on n'a pas cassé le panneau en lui-même. Les affiches, elles sont changées toutes les semaines. Donc c'est vraiment dans une action militante. On est venu soutenir Tanguy parce que c'est vrai qu'on est tous complètement agressés par cette publicité qui se développe un petit peu partout alors qu'il y a des moyens. Il y a quelque chose qui s'appelle les règlements communaux de publicité et il suffit d'être beaucoup plus drastique par rapport à toutes ces affiches qui n'ont qu'un but, c'est prôner de nouveaux temps de consommation alors que l'essentiel c'est d'être en bonne santé, d'avoir une alimentation saine. 9h30, le délibéré est fixé au 13 mars. Tanguy Aubey revient sur l'audience. Nous, on a défendu notre avis qui est de dire effectivement, légalement, j'ai fait des choses qui étaient donc illégales. Je pense avec modération, dans une volonté de ne pas dégrader le moins possible, mais poser une question et intervenir en disant que peut-être que la moralité prime sur la légalité et que si le droit me condamne, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Étant donné que c'est une question de santé publique, de choix de société, de liberté, parce qu'aujourd'hui avec la publicité on refuse aux gens la liberté de ne pas la recevoir.
Lors de sa plaidoirie, Maître Brel, son avocat, a insisté sur le fait que les panneaux municipaux parlant de culture n'étaient jamais la cible du militant anti-pub. Pour lui, ce procès est au contraire l'occasion de s'interroger sur la société JC-Decaux. Parce que clairement, à quoi sert ce type de société dont le seul objet finalement est de vendre des espaces publicitaires. Ils ne produisent rien, ils n'apportent strictement rien à la société, si ce n'est imposer aux passants de voir des publicités. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas les salariés de JC-Decaux qui sont en cause. Mon client a un grand respect, tout comme nous tous, pour les salariés de JC-Decaux, mais leur direction, clairement, prennent un virage qui est celui d'une activité qui est une activité, pour mon client en tout cas, une activité parasite. Pour l'avocat de JC-Decaux, les coûts occasionnés par les dégradations de mobilier urbain sont énormes pour la société qu'il représente. C'est de l'ordre de 200 000 € par an, en tout cas pour l'année dernière. Ce matin encore, et alors que des mobiliers avaient été installés, des affiches installées, des dégradations avaient lieu devant le tribunal avant l'ouverture de l'audience. Le tribunal dira là aussi ce qu'il faut en penser. Le prévenu soutient qu'il doit être relaxé en invoquant une espèce de légitime défense un peu confuse au nom de la démocratie, alors qu'en réalité ces agissements répétés, revendiqués, assumés et dont on nous a promis qu'ils se perpétueraient dans l'avenir portent atteinte à toute une série d'intérêts, pas seulement aux intérêts de la société partie civile, aux intérêts de ses salariés, aux intérêts du contribuable et aux intérêts de l'usager de la voie publique à Toulouse. Voilà, le tribunal dira ce qu'il en pense. Le procureur a requis contre Tanguy Aubé 140 heures de travaux d'intérêt général et 500 € à verser à l'avocat de la partie adverse. La société JC-Decaux, quant à elle, demande 950 € de dommages et intérêts. Les intermittents en colère. Ils ont occupé l'agence Pôle emploi de la place Occitane en milieu de matinée. Les négociations entre partenaires sociaux se sont ouvertes le 17 janvier avec à la clé de nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs. Les intermittents souhaitent être entendus dans cette réforme de l'UNEDIC. On écoute l'un d'entre eux. La convention UNEDIC est renégociée, notamment nos annexes qui sont mises à mal. Le MEDEF envisage de nous faire basculer dans le régime général, ce qui est une catastrophe pour toute la profession, pour notre survie. Voilà. Il y en a qui ont des familles, il y en a qui ont des situations déjà précaires, qui sont intermittents, qui ne le sont plus, qui alternent comme ça, parce que il est plus difficile d'être un intermittent du spectacle depuis 2003 qu'avant 2003. Voilà, donc on est, malgré qu'on nous présente comme des privilégiés, je tiens à le dire, nous ne le sommes pas. Non, nous sommes comme tout le monde. Et sur les bords de Garonne, l'opération de renflouement de la péniche Le Tenace se poursuit. Les équipes s'affairent autour du bateau coulé depuis le 22 décembre dernier. Et oui, nous sommes repassés sur le chantier ce matin. Une pelle continue d'évacuer la vase. Un plongeur était également sur place. Reste à pomper, puis à redresser l'épave à l'aide de grues. Mercredi prochain, la péniche devrait retrouver une position plus conventionnelle qui permettra de décider de son démontage ou de son remorquage jusqu'au port technique de Ramonville. De bien belles images, Marie. Effectivement, signé Marion Posier. Dans Carré VIP, notre émission en partenariat avec 20 minutes, Samuel Prieur et notre confrère Nicolas Stival reçoivent ce soir Valentin Porte. Champion d'Europe de handball il y a quelques semaines, le joueur toulousain se confie sur sa vie de sportif et sa toute nouvelle notoriété. Je vous propose de regarder quelques extraits. Vous avez fait le tour des plateaux télé, hein. Vous avez vu Beansport, Grand Journal, Je crois qu'on les a peu tous fait, ouais, non, c'est génial parce que c'était un peu différent à chaque fois, en groupe, à deux, tout seul, donc non, encore une fois, c'est une bonne expérience dans la vie d'un jeune joueur comme moi. Est-ce que vous reconnaissez dans la rue maintenant ? À Toulouse. C'est arrivé, même dans le train, j'ai signé mon billet de train au contrôleur. Non, oui, ça arrive, bon, c'est rare aussi. Parfois, je vois des regards quand même qui s'attardent un peu sur moi. Et on dirait, lui, il me fait penser à quelqu'un, mais non, mais c'est sympa de voir ça, c'est marrant. Quand on se balade sur Internet, on dit mais c'est étonnant parce qu'au début, quand il a commencé, il n'était pas forcément très doué, et puis finalement, il a beaucoup travaillé pour y arriver là. Est-ce que vous confirmez ou c'est une légende urbaine? J'étais franchement nul, hein, on peut le dire. Hein. J'ai commencé le handball à 13-14 ans, concrètement. Et quand on commence le handball à 13-14 ans, qu'on n'a pas les bases, c'est compliqué quand même. Donc, mais comme quoi, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, surtout quand on a de la motivation, qu'on est gaucher, parce que ça aide. Encore une fois, c'est une chance hein, d'être gaucher, parce qu'en étant droitier, je ne serais pas là aujourd'hui sur ce beau plateau. Avec Jérôme Fernandez, comment vous le voyez ce joueur? C'est le guide, le grand frère? Alors oui, il aimerait que je dise le grand frère, mais je vais dire le papa pour l'embêter un peu, par rapport à son grand âge. Ça fait 13 ans de différence entre eux. Oui, 13 ans. À chaque fois, il dit tu te rappelles, en
En 95, j'avais 5 ans, moi je connaissais pas Jean-Marc. Oh, tu avais 5 ans. Il m'a sa première licence de hand, il l'a pris, j'étais pas né. C'est le grand frère, c'est le guide, c'est tout, quoi. C'est un grand monsieur qui est génial, qui donne énormément de conseils. Sur Twitter, il avait posté justement une photo avec toutes ses médailles. Il a un boulard pas possible. C'est pas la première fois que je la vois, ça, il peut pas s'en empêcher. On peut vous suivre aussi sur Twitter, vous êtes un accro? Accro, non, pas accro, je tweete un petit peu, oui, ouais. Voilà, mais je tweete pas mes médailles parce que ça irait beaucoup plus vite, c'est un peu plus ridicule, mais non, ouais, bien sûr, ça a bien augmenté depuis l'euro, en tout cas, le nombre de followers. Voilà, dans cette émission, Valentin Porte ne donne pas son numéro de portable, Marie. Et non dommage, on termine cette édition avec de l'opéra. La favorite de Donizetti est à l'affiche du théâtre du Capitole. Jusqu'au 19 février, cet opéra en 4 actes, créé en 1840, nous emmène en Espagne entre amour et trahison. Et c'est le couturier Christian Lacroix qui a signé les costumes du spectacle. Un reportage de Marlène Canal et de Alain Sorat. L'histoire se déroule au début du XIVe siècle en Espagne dans le contexte de l'invasion maure de l'Espagne et des luttes de pouvoir entre l'Église et l'État. Un chassé-croisé amoureux entre le roi de Castille, Alphonse XI, sa maîtresse, la favorite, Léonora, et son amant, Fernando. Le roi s'est entiché d'une dame, d'une femme, il en est fou d'amour et il en arrive à se méconduire en qualité de roi. Et la cour qui exerce avec l'appui de la papauté un pouvoir énorme sur lui va le faire céder. Donc la malédiction va se mettre en branle à ce moment-là et on va voir le destin malheureux de cette femme jusqu'à sa destruction. Elle va trouver dans sa destruction son salut. Cet opéra en 4 actes de Gaetano Donizetti date de 1840 pour la version française, une œuvre difficile mais pas inintéressante. Je trouve que Donizetti fait un grand opéra à la française. C'est une commande pour l'Opéra de Paris. Et il y a une force dramatique très très forte dans cette musique. Et je cherche à mettre en scène la musique dramatique qui est là plus que... Bon, le livret est un livret très classique au sens où il ne se passe pas grand-chose, où on est dans les canons romantiques. Mais c'est la puissance dramatique de la musique qui, à mon avis, est à mettre en avant ici, essayer de faire se propager comme ça l'onde dramatique de cette musique dans le public. Et là, je trouve qu'il y a un vrai impact, une vraie puissance. Pour cette nouvelle production, c'est Christian Lacroix, grand nom de la haute couture, qui signe tous les costumes. Il y mélange perfectos et crinolines, avec un goût certain pour le décalage. Christian est un artiste qui a une personnalité forte, et qui, quand je veux dire, au service de certaines œuvres, cette puissance permet de rallonger l'impact comme ça de l'œuvre. On cherche toujours, comme je vous le disais à l'instant, non pas bien sûr c'est beau, c'est magnifique, c'est une explosion de couleurs. On essaie toujours de trouver le sens théâtral qu'il y a là-dedans, et Christian travaille toujours dans le sens du théâtre, c'est-à-dire qu'il est toujours au service du théâtre qui est à raconter, qui est de l'impression, de l'impact dramatique. La favorite, c'est au théâtre du Capitole et c'est jusqu'au 19 février. Et pour les amateurs, sachez qu'il reste 3 dates, vendredi, dimanche et mercredi. Et le festival de Luchon se tient depuis hier et tout ce week-end. Le festival de Luchon, c'est avec des stars du petit écran et notamment Patrick Poivre d'Arvor. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci Jean-Marc. Merci Marie. On vous retrouve demain, je crois. C'est ça. Je vous donne rendez-vous demain à 19h. Très bonne soirée à tous.